Je pense qu'il va être très généreusement payé pour se faire endormir par Benoît. Moi, en toute franchise, je suis le manager de Poirier. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, jamais j'accepte ce combat. Je vois pas comment on peut aller à la décision dans ce combat, très sincèrement. Mais c'est un mec qui combat une fois par an, Makhachev. Il aime dormir avec sa ceinture, il aime la garder très longtemps. Repéré sur un camp de la BTT, aujourd'hui, il va affronter Dustin Poirier. Tu as matché d'autres combats de combattants français pour l'UFC. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais que Morgan vient de déclarer qu'il a un nouveau combat, par exemple. Place juste une dédicace pour Axel Alfandari qui a surperformé aujourd'hui. Il avait prédit un kick jambe arrière. J'ai compris le sens de la question, hein, mon cher Pierre, feuille et ciseaux. Putain, arrête de faire ça. Vas-y, c'est bon, allez. Ouais, j'ai gagné. Pas vrai, mensonge. Mensonge. Faux décor. Mensonge. Perroquet. Pas vrai, ça ne peut pas tout le temps t'arriver. Ça t'arrive beaucoup, mais tu peux pas tout. Match nul. Allez, Bon, match nul, allez, vas-y. Bon, Guillaume, on est à Marseille, on est chez toi cette fois-ci. Enfin, chez toi, l'autre chez toi. Ce qu'on avait parlé dans le premier doc qu'on avait fait. Donc, tu as aussi passé beaucoup de temps à Marseille dans ta vie. Ça fait plaisir de revenir? Ah ouais, bien sûr, j'adore cette ville. C'est toujours un plaisir de revenir, de voir les amis qui se cachent là derrière. Ouais, c'est une ville incroyable, c'est une ville exceptionnelle. Bon, normalement, il y a du soleil, pas cette fois, mais cette ville est incroyable. La dernière fois qu'on a parlé, on était dans l'autre chez toi, en Bulgarie, à l'occasion du BKFC. On avait un petit peu discuté. Reportage exceptionnel d'ailleurs. Merci, on a tapé un gros score, c'est cool. Mérité. On avait fait autre chose, on avait parlé déjà de Benoît, et ça partait sur du Dos Anjos, du Justin Gaethje, plein de choses, plein de spéculations. The Diamond, Dustin Poirier. Déjà, première chose, bon, il y a effectivement les performances de Benoît, de son entraîneur, de toute sa team, mais comment toi, tu as réussi à avoir ce combat? Parce qu'il me semble, il y a juste une stat qui est assez intéressante. Alex Pereira, Khamzat Chimaev, Sean O'Malley, on va dire. Islam Makhachev, c'est la shortlist de mecs qui avaient un classement similaire à Benoît et qui ont réussi à taper un top 5. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'UFC. Qu'est-ce que ça dit et comment tu as réussi à avoir ça? Bah, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas dans la logique des choses. Quand tu es 13e, enfin 12e, tu dois affronter un mec qui se situe entre la 7-8e place. Ensuite, tu prends un 4-5e. C'est le parcours habituel. Alors oui, c'est une vraie performance en termes de management, il faut le souligner. Maintenant, la performance, elle ne peut pas exister sans les performances de Benoît. Voilà, Benoît, il a fait le travail, que ce soit dans la cage et en dehors de la cage. Benoît, il est très intéressant à écouter, il a une histoire. Il a aujourd'hui, j'allais dire un personnage, mais c'est même pas un personnage, c'est vraiment lui. Mais du coup, sa personnalité intéresse très fortement le business américain. Clairement, l'UFC aujourd'hui est tombé sous le charme de Benoît, à juste titre. Donc il m'a clairement aidé de par ses performances à faire cette performance en termes de management. Ouais, j'étais content pour tout te dire, Benoît n'était même pas au courant. C'est vrai? Ouais, en fait, je lui disais, on va tenter Dariush, on va peut-être tenter Hooker, et je te l'avais dit ça, ouais. En fonction de son délai de convalescence. Ouais. C'était cassé la main, on le rappelle. C'est ça, ouais. Et je lui ai dit, j'ai peut-être autre chose. Mais le autre chose, il faut le prendre avec beaucoup de légèreté parce que c'est quelque chose qui normalement est très dur à mettre en place. Et là, ça s'est fait. Et voilà, toute l'équipe, on est super heureux. Je crois que le public français est très heureux. Je crois que les médias sont très heureux. Je crois qu'on peut considérer ça comme étant le deuxième plus grand combat français dans l'histoire du MMA. Si on met Jones Gane en 1 ouais. et Gane Ngannou en 3, c'est possible. Ouais. Est-ce que tu as eu des échos du côté Poirier? Ça a vite accepté le combat, ça a titillé? Non, c'était compliqué. Un mois de négociation. D'accord. Un mois de négociation. Bah déjà, j'ai commencé à négocier avec l'UFC parce que l'UFC ne voulait pas mettre ce combat en place. Chose que je peux comprendre. Comme je te l'ai expliqué, 12e contre 3e, ça fait un gros écart. Mais avec pas mal d'arguments, on a essayé, enfin on a fait avancer les choses. Et après, ouais, clairement, ça a bloqué du côté de Poirier, à juste titre. Moi, en toute franchise, je suis le manager de Poirier. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, jamais j'accepte ce combat. Prendre un mec moins bien classé, pourquoi pas. Mais là, c'est nettement moins bien classé. J'ai une petite théorie, moi. Pourquoi il l'a accepté? Tu me diras. Alors, moi, je vais t'en donner une autre. Hein. Je pense qu'il va être très généreusement payé pour se faire endormir par Benoît. Aujourd'hui, il y a un moyen très simple de faire accepter les combats aux combattants, c'est de rallonger le chèque et c'est très certainement ce qui s'est produit. De toute façon, on le saura parce que les salaires sont révélés après les combats. Donc on saura combien ce monsieur aura gagné. Bon, il touchera que la moitié de sa prime parce que dû à la défaite.
Mais ouais, il sera très certainement très bien payé. Et voilà, et Benoît sera bien payé aussi, mais clairement aujourd'hui, on ne va pas se mentir, nous on voit le défi sportif, qui est bien plus important que le défi financier. C'est exceptionnel, on ne va pas se mentir, franchement c'est un truc de fou. Ça vient de quel côté, les 5 rounds, des deux côtés, ou c'est du vôtre? Ou plus du côté Poirier? Un peu plus de mon côté. Hein. C'est Benoît qui a ce désir-là? Ouais, bah, Benoît c'est quelqu'un qui roule sur ses adversaires, donc plus tu lui laisses de temps, et plus il va grappiller du terrain. Tu as vu, c'est quelqu'un qui harcèle, c'est quelqu'un qui laisse rien en fait. Donc c'est une petite inconnue de notre côté, parce que Benoît n'a jamais fait de 5 reprises, mais au vu du rythme qu'il met dans les combats, est-ce qu'on peut penser que ça va aller jusqu'à la décision ce combat? Selon ses dires, personne ne peut tenir 3 x 5 avec lui, donc 5 x 5, ça va être compliqué je pense. Enfin je l'espère. Je vois pas comment on peut aller à la décision dans ce combat, très sincèrement. Une autre question très simple, on ne va pas aller en longueur parce qu'il y a peu de questions au final à poser. Est-ce que quoi qu'il arrive, il y a un title shot en cas de victoire, que ce soit pour la ceinture BMF ou pour la Golden? Bah, tu sais, c'est dur de te répondre. Déjà, il faut gagner déjà. Bien sûr, on va pas c'est bien la provoque et tout. J'aime bien envoyer des petites piques de temps en temps, mais voilà, là, on va parler très sereinement. Est-ce que c'est un combat de contender? Alors, j'aimerais que ça le soit. Maintenant, c'est compliqué si Makhachev reste champion. C'est un mec, il ne faut pas croire les dernières déclarations qu'il a faites, comme quoi il s'était prendre Gaethje au mois de, je crois que c'était fin de mars, il me semble. Ouais, au mois de mars. Prendre le vainqueur de Tsarukyan contre Oliveira en fin d'année. Mais c'est un mec qui combat une fois par an, Makhachev. Tu vois, il aime dormir avec sa ceinture, il aime la garder très longtemps. Donc c'est un gars qui très certainement va combattre. Déjà, je ne sais pas s'il va combattre au mois de mars. J'ai envie de te dire plus après le Ramadan. Du coup, il va recombattre l'année prochaine. Tu crois que pour sa légitimité, il lui manque des victoires et des défenses de titre contre des vrais lightweights? Totalement. Il a été actif, mais contre Volkanovski 2 fois. Absolument. Qui est un featherweight, et un petit featherweight. En plus de ça, même sans rien enlever au talent de Volkanovski. Non, bien sûr. À l'image d'un Khabib, en fait, si tu veux, on lui a longtemps reproché justement ce côté où, certes, il performe, tu vois. Maintenant, il ne défend jamais sa ceinture. En fait, tu as l'impression que les mecs ne se mettent pas beaucoup en danger. Tu as l'impression qu'il y a un côté où ils souhaitent se préserver. Il y a un côté aussi intelligent à ça, parce que il aurait pu combattre immédiatement Tsarukyan, par exemple, tu vois. Mais le fait de faire durer un petit peu comme ça le suspense, tu en profites pour laisser ton adversaire le plus dangereux être booké par l'UFC, et à ce moment-là, dire à l'UFC, bon, bah, c'est bon, je suis prêt, je peux combattre. Je pense qu'il y a un côté très calculateur, et je pense que le fait qu'il combatte une fois par an est tout à fait calculé, et c'est comme ça qu'il gère sa carrière, et c'est comme ça qu'il arrive à diriger un petit peu les choix de l'UFC. Ok. C'est malin. C'est très malin. Pour Benoît, je pense qu'on a fait le tour, parce que même si ça a fait beaucoup de bruit, il y a des choses qui sont un peu plus passées dans le langage courant, on va dire en soum-soum, parce que justement ça a fait énormément de bruit avec Benoît, mais tu as matché d'autres combats de combattants français pour l'UFC. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais que Morgan vient de déclarer qu'il a un nouveau combat, par exemple. Morgan vient de signer son contrat. Je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras cette interview. Donc dimanche, ce que je peux dire, du coup, pour te répondre, sans trop prendre de risques, il va combattre début avril contre un adversaire solide. Un beau combat que je t'ai montré tout à l'heure d'ailleurs. Tu peux confirmer. Ça sortira bientôt le nom pour le grand public? Ça peut sortir dans les prochains jours. Ouais, je pense que d'ici l'interview, ça peut être sorti. On a Yanis Guimouri qui va combattre le 2 mars. Bon, ça a déjà fuité plus ou moins l'information, donc c'est pour ça que je te donne la date. Et on a Nora Cornell aussi qui va combattre au mois d'avril. Il y a eu 2-3 petits problèmes qui sont réglés, c'était de l'administratif. Je t'ai pas expliqué, non? Si, tu me mets justement en off. Voilà, donc je vais t'expliquer en on. Il y a eu un souci d'interprétation sur un examen médical de la part du docteur de l'UFC. Un gros manqué pour le coup. Par rapport aux IRM? Ouais, un gros manqué. Heureusement, JB, qui travaille avec Nora, donc du coup qui représente Nora pour le management, a fait sincèrement un travail exceptionnel. Parce qu'il est compliqué de faire avouer à l'UFC qu'ils ont commis une erreur d'interprétation d'un bilan d'IRM cérébral. Et voilà, on en est arrivé à la conclusion qu'il y avait une erreur. L'UFC l'a accepté, donc on a pu rebooker rapidement Nora. Mais c'est ce qui a valu l'annulation du combat qui était prévu normalement au mois de mars. Ok, une dernière petite question, Oumar, il se remet tout doucement? Oumar se remet tout doucement, même plutôt rapidement. Et du coup, il est très fort possible qu'on le voit au mois d'avril ou sans prendre de risque, je vais te dire au mois de mai.
Donc là, on peut dire que mars, avril, mai va être une période vraiment charnière pour la BTT. On a fait un projet commun qui était le camp de la BTT. Enfin, je l'ai filmé, tu l'as fait bien sûr, mais je l'ai juste mis en image. Et on remet le couvert dans pas longtemps. En Bulgarie cette fois-ci. On était au Maroc au mois de septembre. Alors, je te coupe un instant. Ce qu'on a fait au Maroc, sincèrement, était exceptionnel. Merci beaucoup. J'ai regardé le reportage plusieurs fois. Ça met vraiment l'accent sur ce qu'on fait. Et c'est vraiment ce que je recherchais moi, en fait, c'était de, comment dirais-je, de montrer la volonté qu'on a de faire évoluer le MMA amateur, de donner la chance aux jeunes, tu vois, ceux qui s'entraînent durement et qui n'ont pas forcément la chance que quelqu'un vienne leur donner des opportunités. Vous avez parfaitement retranscrit tout ça dans les vidéos et je vous remercie encore les gars pour ça. L'exemple c'est aujourd'hui, pardon je te coupe, on est au KOF, au KOF ouais. Et avant la carte principale a commencé, les combats préliminaires étaient aussi des combats amateurs. Donc les combattants amateurs étaient mis dans le même bain, on fait les mêmes exercices que les professionnels et même après en fait dans l'étape, donc là vous les recrutez avec ce camp, ensuite ils passent en amateur et dès l'étape amateur, ils sont déjà en apprentissage du circuit professionnel. Comme l'a dit d'ailleurs, il me semble Benoît il n'y a pas longtemps, qu'il est parti de là à ce camp pour finir à affronter Dustin Poirier. C'est exactement le travail que vous faites. Comment je pourrais mieux résumer que cette phrase de Benoît Saint-Denis? Voilà, repéré sur un camp de la BTT, aujourd'hui il va affronter Dustin Poirier. Et justement, un des petits jeunes qui a été repéré sur un camp de la BTT a combattu ce soir au COF, Bastien Esposito, avec une belle victoire. Donc oui, les camps de la BTT ont fait leurs preuves. On a sorti des combattants tels que Alexandra Tekena, Hugo Guillon, Brandon Brachet et d'autres combattants étrangers. Enfin voilà, on a vraiment sorti des petites pépites. La vraie question, c'est qui sera la pépite 2024? C'est une bonne question, mais pour le savoir, il faut venir voir. Ça c'est mon travail, on va s'occuper de le faire voir à tout le monde. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu les dates et s'il y a encore des gens qui veulent s'inscrire, est-ce que c'est déjà complet, est-ce qu'il y a encore des places, comment on fait pour s'inscrire? Alors on va fermer les inscriptions incessamment sous peu. Pour tout te dire, il y a déjà 32 personnes qui ont réglé leurs inscriptions. Donc on estime que c'est le chiffre qu'on veut avoir. En fait, si on souhaitait avoir un maximum de personnes, je pense qu'on pourrait monter à 80 personnes, sincèrement. On a eu 120 inscriptions, là, jusqu'à présent. Donc le but, c'est clairement pas de faire du chiffre, d'avoir beaucoup de personnes. Nous, ce qu'on veut, tu l'as vu par toi-même, tu étais là, on veut vraiment la crème de la crème. Donc on essaie de sélectionner déjà les meilleurs parmi les inscrits. Et ensuite, on donne la chance à chacun d'entre eux de prouver sur place. Donc là, on remet le couvert en Bulgarie du 12 au 18 février 2024. Et comme l'a précisé aussi Daniel Boirin, ceux qui veulent s'inscrire, prévoyez de venir le 11 et de repartir le 19. Les combats sont le 18, donc de préférence, il faut partir le 19. Ça peut finir tard. Ça peut finir tard, ouais, ça peut finir tard. Tu l'as vu, souvent on a beaucoup de combats. Ça peut finir très tard, mais voilà, encore une fois, on attend du beau monde, on attend des nouveaux talents, on attend des petits jeunes qui viennent montrer d'autres choses. On a notre ami de Toulouse là, qui est juste à côté, qui nous ramène des talents à chaque édition. C'est Bambou CBD, je veux juste le préciser parce que c'est aussi partenaire de la chaîne. Donc, très bien. Profite. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire rendez-vous fin février pour voir les vidéos sur la chaîne de NoSense TV et ainsi découvrir le nom de la future pépite. Et je place juste une dédicace pour Axel Alfandari qui a surperformé aujourd'hui. Il avait prédit un high kick Jean Barrière. Il a éteint son adversaire sur un high kick Jean Barrière. Donc Axel Alfandari qui était le numéro 1 européen en amateur, français aussi, qui a fait ses débuts professionnels et de quelle manière. Attention, c'est un combattant à suivre, un des, je pense, des plus gros prospects qu'on a actuellement qui vient de la scène amateur. Tout à fait, comme tu l'as dit, c'était le numéro 1 chez les amateurs en welterweight. Dans 2 ans, ce sera le numéro 1 chez les professionnels en lightweight. Le pari est pris. Merci Guillaume. C'était beau gosse ou quoi?